sur les soirées du vivant, ça va être simplement partager une autre vision de l'humain et comment l'humain interagit, j'allais dire, dans son environnement, dans son monde. L'idée, en fait, c'est vous êtes tous des humains, vous avez tous des vies sociales, vous avez tous des vies professionnelles, et vous vous rendez bien compte que finalement, le fonctionnement de l'être humain, il peut être très complexe, en fait. Des fois, on ne comprend pas forcément comment il réagit. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez Netflix, il y a une série en ce moment qui vient de sortir qui s'appelle Jeff Bauer, non, Banner, ouais. Alors, le malade mental, non, justement, en fait, il n'est pas si malade mental que ça quand on regarde. Je vous invite vraiment à la voir, elle est hyper dérangeante, cette série. Rapidement, en fait, c'est un minot... quand on le voit, je pense qu'il y a des traits autistiques. En plus de ça, il y a des relations d'attachement chaotiques. Et en fait, il devient psychopathe. Et c'est hyper intéressant parce que vous avez toute la vision de la psychologie qui est derrière. Et effectivement, quand on le voit, j'en discutais avec ma femme hier soir, on regardait, je crois, l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus. Et en fait, quand vous le regardez, vous vous dites, putain, mais comment on fait pour être barjot à ce point-là, quoi ? À un moment, il y a une scène, il est dans la salle de bain, il a piqué une poche de sang et il boit le sang. Ouais, alors là. Sauf qu'à un moment, quand on s'arrête, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Parce que c'est une histoire vraie, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une histoire vraie, ça s'en passé. Et quand tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, t'en arrives là, quoi ? Et quand tu réfléchis 2 secondes, quand juste tu observes un peu sa vie et ce qu'il est devenu, en fait, c'est assez simple de comprendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous avons tous des comportements finalement très complexes, mais quand on regarde ce qu'il y a derrière, les leviers sur lesquels on va jouer, j'allais dire les processus psychologiques qui sont mis en œuvre sont assez simples, sont très très simples. Et d'ailleurs, dans cette soirée, on va parler justement de oser le renouveau, on va essayer de répondre à ces questions, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réalisent leurs rêves ? On est bien d'accord que ce n'est pas qu'une histoire de chance, ça peut être une histoire de réseau, hein, soyons bien clairs, mais il n'y a pas que ça. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui réalisent leurs rêves et pas d'autres ? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrivent à se lancer, à oser changer, qui arrivent à un moment à prendre des nouveaux départs, des personnes qui apprennent à tomber, à se relever, à recommencer, et d'autres personnes qui n'y arrivent pas. On va essayer vraiment de répondre à ces 3 questions-là, pardon. Et pour cela, on va essayer de le faire de manière très simple. En fait, vous allez voir qu'il n'y a que 2 freins. On va commencer par les freins. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça ? Et vous allez voir que les 2 freins dont je vais vous parler, vous les connaissez tous, vous les vivez tous au quotidien, et c'est eux qui peuvent expliquer 98% de nos comportements. Aujourd'hui, tout ce qu'on vit peut être expliqué par ces 2 choses. Et vous allez voir que c'est tout simple, la peur et la souffrance. Point. Si vous vous amusez à analyser vos comportements, notamment les comportements dits non adaptés, des comportements qui peuvent être déviants, des comportements où vous voyez une personne réagir en colère. J'ai une anecdote là-dessus. J'étais dans un parc d'attractions cet été, vis ma vie de nouveau beau papa. J'aurais jamais cru, effectivement, me balader avec un petit gamin de 4 ans. Et donc, on était dans un parc d'attractions, ça se passait super bien. Et ma compagne, à un moment, part avec son gamin. Et il y a un espèce de jeu où, en fait, ils font des constructions. Et là, il y a son gamin qui commence à faire des constructions, etc. Et il y a un autre petit gamin qui arrive et qui lui éclate tous ces trucs. J'adore oh, c'est rien, c'était juste des petits Legos, hein, tout va bien. Et donc, le gamin de ma femme dit rien, recommence, et puis le gamin revient et fait la même chose. Et là, ma femme se tourne et elle voit un couple qui est juste là sur le côté, et les parents disent rien. Donc ma femme va choper le gamin et lui dit, écoute, si tu veux jouer avec mon fils, il n'y a aucun problème. Par contre, détruis pas ce qu'il est en train de faire. Et le gamin la regarde, sourit, et finalement, les 2 gamins jouent ensemble tranquillement. Et on passe. Et 10 minutes passent. Et à un moment, on se retrouve dans un trampoline. Le gamin de ma femme saute dans tous les sens, fait des saltos, il a 4 ans, c'est génial. Et le petit gamin revient. Et il commence à jouer. Et là, j'ai la mère derrière et le père. Et le petit gamin commence à me dire « Ah, regarde, moi aussi, je sais faire des saltos. Regarde, je fais des saltos. » Et je dis « Ouais, c'est super. » Et puis, je commence à le voir tourner un peu, là. Je dis « Bon, laisse tomber. » Et d'un seul coup, il vient, il me tape sur l'épaule, il me fait « Ouais, je veux te parler. » Ok.
Donc je vais le voir. Bien entendu, dans un parc d'attractions pour enfants, un joint à la main et un verre de blanc, il est 14h de l'après-midi. Tout va bien. Et là, il commence à me dire faut que tu parles à ta femme. Il arrive, il me dit ouais, ta femme, comme elle a parlé à mon fils, là, ça me plaît pas. Je dis ok. Donc je le regarde, je dis ok. Et il me dit ouais, faut que tu la prennes, faut que tu la tiennes. Dans ma tête, je me suis dit putain, mon gars, tu connais pas ma femme. Hein. Donc je le regarde, je lui dis et il dit ouais, c'est pas à elle d'éduquer mon fils, c'est pas à elle de. Et je le regarde, je dis et à ce moment-là, il me regarde et il me dit ouais, tu sais, à Marseille, on est des fous, fais attention à toi. Et là, je le regarde et je dis et finalement, il me regarde, et je me suis tourné et je suis reparti. J'ai expliqué la situation à ma femme, il a fallu que je la tienne pour pas qu'elle aille l'égorger. Et puis à un moment, je sors du parc, et puis vous savez, j'ai cette espèce de truc-là. L'espèce de mal alpha à la con qui est au fond de moi, qui me dit putain, j'aurais même bien mis un coup de boule quand même. Tu faiblis là, tu deviens gentil. Tu deviens gentil. Et puis, tu te poses à un moment et tu prends un peu de la distance. Je me dis, mais en fait, de quoi il a peur? Et au moment où je me suis posé cette question, de quoi il a peur, ma colère, elle s'est de suite évanouie. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Pourquoi il vient me rentrer dedans? Qu'est-ce qui est en train de se passer? À quel moment ça se joue? Il y a forcément une peur quelque part. Est-ce qu'il a peur parce qu'on remet en question sa parentalité? Est-ce qu'il a peur parce qu'à un moment, une femme prend de l'autorité alors que, dans sa vision du monde, une femme ne doit pas avoir d'autorité? Enfin bref, il peut y avoir plein de questions. Et c'est là que ça devient intéressant. Amusez-vous régulièrement quand vous tombez face à des comportements qui sont inadaptés, à vous poser cette question. De quoi la personne a peur? Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez toujours une réponse à cette question. Et donc l'idée, on va voir ensemble, on va parler donc de souffrance et de peur. Mais on va garder le meilleur pour la fin. Et on va parler de souffrance en premier. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire des petits jeux. Pour ce faire, j'aurai besoin de 3 personnes. Écoutez-moi. Revenons au jeu. Est-ce que vous avez vu comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez observé dans les comportements? C'est là que ça devient super intéressant. Il y a 2 choses très intéressantes qui sont arrivées. À chaque fois qu'ils ont tiré une carte, entre guillemets, souffrance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parié sur une deuxième chance, alors que factuellement, ils n'avaient qu'une chance sur 2, parce que le paquet a été mélangé plus que mélangé. D'accord? À chaque fois, tu as une chance sur 2. Les tirages sont uniques et singuliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'être humain, il est fait de telle manière qu'il fera tout pour éviter une souffrance immédiate, même si potentiellement, il pourrait y avoir une souffrance 4 fois plus grande. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est quoi l'inverse de la souffrance? C'est quoi la boucle? C'est quoi l'inverse de la souffrance? Le plaisir. Effectivement, l'être humain, il est en permanence attiré, il y a ces 2 pôles, souffrance, plaisir. Et qu'est-ce qu'il va faire en permanence? Il va éviter la souffrance, aller vers le plaisir. Et c'est quelque chose qui est dans notre évolution, qui est marqué, branché en nous depuis que le monde est monde. Et d'ailleurs, en termes d'évolution, ça nous a sauvés. En termes de survie, c'est ce qui nous a permis, à un moment, de tenir debout. D'ailleurs, ces circuits de souffrance et de plaisir sont marqués dans notre cerveau, d'accord? Par l'intermédiaire de neurotransmetteurs, GABA, glutamate, par l'intermédiaire d'hormones, les endorphines, mais également la dopamine, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les mécanismes. Allez sur Internet, vous verrez comment ça marche. Ce qui est juste hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est marqué dans notre cerveau. Et ça se passe avant nous. Parce qu'en termes de survie, quand un danger apparaît, il faut absolument l'éviter le plus vite possible. Mais à l'inverse, quand un plaisir arrive, il va falloir plonger dessus le plus vite possible. Pourquoi?
Parce qu'à notre époque, si on a besoin de manger, qu'on mange à midi, 14h ou à 17h, on s'en fout, on sait qu'on aura toujours de la bouffe dans le frigo. Par contre, à l'époque, on était tous en pagne dans la jungle. Quand tu as de la bouffe qui arrivait, tu avais intérêt à te baffrer. Et en règle générale, tu ne mangeais pas des petites quantités. C'est-à-dire, tu prenais tout ce qu'on te donnait. Et ça te créait un plaisir immédiat. Le problème, ce qui a été une super solution il y a 200 000 ans, devient un vrai problème aujourd'hui. On va en parler dans un instant avec la notion justement d'addiction. Mais juste avant de venir dans cette notion de plaisir immédiat et différé, je vais vous raconter 2 histoires pour vous montrer un peu comment on marche. C'est ce qu'on appelle les circuits de récompense en fait. Comment on a montré ça ? C'est dans les années 1950, à l'époque du behaviorisme, bref, ceux qui sont psy connaissent. Et il y a eu un super chercheur qui s'appelait Skinner. Effectivement, il a révolutionné un peu la manière de voir les choses dans le conditionnement. Il a créé la théorie de ce qu'on appelle le conditionnement opérant, mais c'était aussi un grand taré. Pour prouver sa théorie, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous allez voir, c'est charmant. La théorie de Skinner, c'était de dire quoi ? C'était de dire que quand un comportement arrive, si jamais tu le renforces, c'est-à-dire que tu donnes du plaisir ou tu donnes une récompense à une personne, il va avoir tendance à plus le faire. Si jamais, par contre, tu lui donnes une punition où il va y avoir de la souffrance, il va avoir tendance à moins le faire. Je schématise, parce que c'est un poil plus complexe que ça, mais je schématise. Et pour prouver ça, ce charmant monsieur avait un enfant de 2 ans. Vous le voyez venir ? Il s'est amusé à prendre un rat en peluche. Et à chaque fois qu'il donnait le rat en peluche à son fils, il prenait des casseroles et il tapait comme un gaga dessus. Qu'est-ce que le gamin faisait ? Il se mettait à pleurer. Et au bout de 2-3 fois, il a suffi qu'il sorte le rat pour que le gamin se mette à pleurer. Ça, c'est du conditionnement qu'on appelle classique. Et il allait plus loin. Il s'est dit, on peut inverser la vapeur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est amusé à redonner le rat au gamin, mais au même temps où il lui donnait le rat, il lui donnait une récompense. Alors je ne sais plus si c'était un bonbon, je ne sais plus ce qu'il lui donnait, mais en tout cas, il lui donnait quelque chose de positif. Et au bout de plusieurs essais, le gamin a commencé à se mettre à jouer avec le rat en peluche. Et ça nous montre bien, effectivement, que ces notions de souffrance-plaisir nous tiennent, entre guillemets. Bon, on est bien clair, c'est un grand taré, mais ça nous a permis de voir à quel point ça prenait de la place. Et je vais vous raconter une 2e histoire. Là, par contre, elle est arrivée dans mon cabinet de thérapie. Un jour, j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit « Alain, tu peux recevoir la fille de ma femme, qui doit avoir 3 ans. Elle a peur des feux d'artifice et des clowns. » Je dis « Ok, écoute, viens. » Il m'amène sa gamine avec sa mère, tous les deux s'assoient avec la gamine au milieu, et ils me disent « Ouais, il faut absolument que tu fasses en sorte qu'elle ait plus peur des clowns et plus peur des feux d'artifice, parce que c'est insupportable, on peut pas aller au cirque, on peut pas faire de feux d'artifice, c'est chiant. Hein. » Donc j'écoute les parents, je les fais sortir et je travaille avec la gamine. Petite blonde, toute mignonne. Elle m'a rendu chèvre pendant 3 quarts d'heure. Mais chèvre. Tout ce que je faisais, ça marchait pas. Elle m'a baladé, elle m'a raconté des histoires. Et au bout d'un moment, je la regarde, je m'arrête, je dis « Mais tu m'as bien dit que tu voulais plus avoir peur des clowns et des feux d'artifice. » Elle me dit « Ah ouais, je ne veux plus avoir peur. » Je dis « En plus, t'imagines, c'est génial si demain t'as plus peur. Tu pourras aller voir les clowns, tu pourras aller... » Et là, elle me regarde et me dit « Jamais j'irai voir les clowns, t'as compris ?» Donc forcément, on a arrêté la séance. Ça nous montre qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Même si on corrèle la peur et la souffrance, à un moment, elle veut bien plus avoir peur, mais elle est prête à tout pour éviter la souffrance. Et la peur, elle lui sert à quoi ? Justement, à éviter la souffrance. Parce que comme j'ai peur, papa et maman ne m'amènent pas là-bas. Et c'est plutôt cool. Et là, il y a un espèce de connard en chemise qui lui dit « C'est quoi ? Je vais t'enlever ton super outil qui te permet de ne pas aller face au clown. » Pas folle, la gamine. Donc en fait, c'est ça qui devient intéressant. Il faut arriver à analyser où se trouvent ces zones de plaisir et ces zones de souffrance. D'ailleurs, il y a un super livre qui est fait là-dessus par un journaliste neuroscientifique. Le mec s'appelle Boller, il s'appelle le bug humain. Si vous avez l'occasion, je vous donnerai 3 livres ce soir. Il y a 3 livres
qui pour moi ont été hyper intéressants. Le bug humain est vraiment génial parce qu'il nous montre à quel point, comment justement nos mécanismes de circuit de la récompense nous flinguent complètement. Mais allons un peu plus loin. Autre histoire. Peut-être que ça va vous rappeler quelque chose. Imaginez une femme. On va l'appeler Isa, tiens. Isa a du surpoids. Et elle en a marre de se voir dans la glace. Elle ne peut plus se voir avec ses 30 kilos de trop. Elle en a marre. Elle a beau faire tous les régimes, ça ne marche pas. Et un jour, elle décide de faire du sport. Elle se dit, je vais faire du sport pour maigrir. Donc, elle va à la salle de sport. Sauf que d'après vous, quand vous n'avez pas fait de sport depuis 15 ans, que vous avez 30 kilos de trop, il va se passer quoi? Pas dans la séance de sport. Souffrance. Il va y avoir aucun plaisir. À un moment, c'est horrible. Pire, le lendemain, ça fait 15 ans que tu n'as pas fait de sport, tu ne peux plus bouger. Tu as des courbatures de partout, ça fait mal. Et donc, elle va se forcer. Encore. Une deuxième séance, une troisième séance. Sauf que très vite, il va se passer quoi? Elle va arrêter. Mais le pire, c'est que quand elle rentre chez elle après avoir bien souffert, il y a ce putain de paquet de gâteaux au chocolat, là, tu vois. Et elle va faire quoi avec ce putain de paquet de gâteaux au chocolat? Elle va le manger. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se jouer, là? C'est pas de la compensation. C'est un plus complexe que ça. C'est qu'à un moment, si je prends le paquet de chocolat, c'est ce qu'on appelle un plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais le manger, j'ai mon plaisir de suite. Immédiatement, je le ressens. Je vais sécréter des endorphines, des machins, des trucs, enfin bref, il y a plein de trucs qui vont se passer et je vais me sentir bien. Par contre, à long terme, je vais me sentir mal. Je vais commencer à culpabiliser. Je vais me regarder dans la glace en disant, putain, je suis une merde. Putain, j'ai pas de volonté, j'ai pas de motivation. À l'inverse, quand elle va faire du sport, la récompense, elle va être à court ou à moyen ou à long terme? À très long terme. Ça veut dire que si tu fais du sport et que ta récompense est de perdre 30 kilos, allez même, si ta récompense c'est juste de voir déjà ta balance qui perd un peu, si c'est juste de voir un peu que tes formes elles changent, ça ne va pas se passer en 2 jours. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle une récompense différée. Et le problème c'est que récompense différée versus récompense immédiate, c'est toujours les récompenses immédiates qui gagnent. Vous l'avez vu, il y a une super vidéo qui est passée sur Internet, je vous encourage à aller la voir. C'est une expérience qui a été faite dans les années 80 et qui a été refaite en 2005-2010. Ça s'appelle le test du chamallow. Vous connaissez? Ouais, ils ont fait ça en Angleterre, c'est génialissime. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des petits gamins qui ont entre, dans la vidéo, je crois qu'ils ont entre 3 ans, 3 ans et demi, et le plus grand doit avoir 5 ans, 5 ans et demi. Il se passe quoi? Ils les mettent dans une pièce vide. Il y a seul gamin. Et là, tu as une maîtresse d'école qui vient et qui leur donne un chamallow et qui leur dit la chose suivante. Je pose un chamallow ici. Si, je vais partir. Si quand je reviens, tu n'as pas touché le chamallow, je t'en donne un deuxième. Si par contre, quand je reviens, tu l'as mangé, tu n'en auras pas. Et ce qui est génial dans la vidéo, c'est que vous avez des gamins qui se torturent, qui le regardent pas. Il y en a même, ils se cachent les yeux. Il y en a un, il le prend, il le sent. Il le met dans le nez comme ça. Il le pose. C'est énorme. On voit à quel point il souffre, à quel point il tire les trucs, etc. Il y en a même une, elle s'amuse et elle mange que le petit haut. Du bout des dents, comme si ça ne se voyait pas. Et dans la vidéo, si vous avez l'occasion de le voir, mon préféré, il y a un tout petit blond qui doit avoir 4 ans. Mais vous le voyez, il souffre. Et d'un seul coup, la maîtresse, elle arrive, elle lui dit « Oh bravo, t'as pas touché ton chamallow, tiens un deuxième. » Vous savez ce qu'il fait? Ouais, il prend les deux, d'un coup. Ça vous montre l'effet élastique, encore une fois. Cette vidéo, elle est géniale parce que ça vous montre l'effet élastique. Plus vous tendez, quand ça lâche, boum. Entre parenthèses, c'est pour ça que les régimes restrictifs n'ont jamais marché, ne marchent pas et ne marcheront jamais. C'est impossible. Et ce n'est pas une histoire de motivation. Si vous saviez le nombre de personnes qui viennent me voir, moi en séance, qui me disent « Ah, monsieur Parra, j'ai pas la motivation. » Ben oui, c'est pas une histoire de motivation. À un moment, c'est de la souffrance. C'est un moment, tu ne peux pas t'infliger toute la journée des coups de fouet et dire « Non, c'est génial. » C'est pas possible, ça ne marche pas. Et ce qui est génial dans cette vidéo, c'est que pour la petite histoire, en fait, cette étude, quand elle a été faite, vous allez voir jusqu'où ça va, en fait. C'est que
c'est un chercheur américain qui a fait ça dans les années, je crois que c'est à 70, j'ai plus la date en tête exactement. Sauf que ce mec, il n'a pas posé juste son carton. 25 ans après, il a recontacté tous les gamins à qui il a fait passer le test. Pour la petite histoire, 2 gamins sur 3 ont mangé le chamallow. C'est-à-dire qu'il n'y a que 33% des enfants qui ont été capables de résister à la frustration. C'est ça qu'on appelle, c'est de la frustration. Et il a fait une étude. Et en fait, il s'est aperçu que les gamins qui étaient les plus heureux dans leur vie, c'était les gamins qui n'avaient pas touché au chamallow. C'est ce qu'on appelle l'éducation à la frustration. C'est qu'en fait, comme les gamins ont été capables de différer le plaisir, comme ils ont été capables de contrôler cette espèce de pulsion instinctive, forcément dans leur vie de tous les jours, ils sont moins soumis au désir permanent. Ils sont moins soumis à cette espèce de tiraillement qui fait que si j'ai pas quelque chose, je suis frustré, ça me fait mal, etc. Et en fait, ça c'est assez intéressant, c'est que quand vous prenez toutes les études sur le bonheur, en règle générale, on vous dit qu'est-ce qu'il faut pour le bonheur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ok, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Et effectivement, s'éduquer à la frustration, c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, tiens, deuxième petit livre de la soirée. Alors, j'ai plus le titre. Si je l'ai marqué quelque part. Bon, je ne sais plus où je l'ai marqué. Ça me reviendra. C'est un mec qui s'appelle Didier Pleu, P-L-E-U-X. Il a écrit un bouquin, je l'ai en tête. Comment se débarrasser de son cerveau reptilien. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est hyper intéressant parce que lui, il parle justement de cette éducation à la frustration, d'être capable de gérer ce couple plaisir-souffrance. Et en fait, il montre une chose. Il montre que depuis, dans l'histoire de l'être humain, on a toujours eu 2 types de comportements. Soit on cédait complètement, soit vous avez plein de méthodes, notamment à l'époque avec l'Église catholique, etc., où en fait l'idée c'est qu'il fallait absolument mettre la tentation le plus loin possible. Ne jamais céder à la tentation. Devenir un espèce d'ascète. Sauf que d'après vous, ça provoque quoi ça aussi ? Ouais, sauf que la frustration répétée, ça donne quoi ? Ça donne soit du refoulement, soit de la censure. Et par exemple, vous allez faire exactement comme une gamine de 17 ans que j'ai actuellement dans mon cabinet. On va l'appeler Marie pour ce soir. Marie, en fait, depuis qu'elle est toute petite, on l'a élevée dans l'exigence. Alors, bien entendu, ses parents lui ont pas dit « il faut que tu sois parfaite ». C'est pas comme ça que ça marche, ce serait bien trop simple. Sauf que comme sa maman, elle était déjà là-dedans, qu'il fallait que tout soit parfait, qu'il y a cette espèce de peur que si jamais je suis pas parfait, qu'est-ce qui se passe ? Elle est rentrée dans le moule. Et il fallait absolument qu'elle soit la première, qu'elle soit la plus belle, qu'elle soit la plus forte. Sauf que les gamins d'aujourd'hui ont un truc que ma génération à moi, et les générations encore plus d'avant n'avaient pas, les super réseaux sociaux. Et quand vous ouvrez Instagram, Facebook, qu'est-ce que vous voyez ? Que des mecs gaulés de la mort, des nanas toutes refaites, etc. Et quand vous êtes une gamine de 16 ans, que vous vous regardez dans la glace et que vous avez un peu des rondeurs, etc., il se passe quoi ? Il commence à y avoir un décalage entre ce que vous êtes et ce que vous croyez de la réalité. Donc d'un côté, vous avez une exigence de perfection, et la perfection c'est impossible. De l'autre côté, vous avez une réalité qui vous tire comme ça, et en fait la gamine en permanence, elle se dit qu'elle ne sait jamais assez bien. Et d'après vous, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire ? Anorexie. Et l'anorexie, c'est quoi ? C'est juste une des psychopathologies, justement, où on va faire en sorte de contrôler la souffrance un maximum. D'ailleurs, en règle générale, les nanas, c'est très souvent des nanas, c'est rarement des mecs qui sont anorexiques, en tout cas dans le truc. Et c'est plutôt des filles qui ont un QI très élevé, parce qu'il faut un cortex, il faut une capacité mentale monstrueuse pour arriver à contrôler le processus de survie numéro 1, qui est la faim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il faut pour arriver à maîtriser la faim. Et donc, ça va donner des choses comme ça. Et ce que j'aime bien chez Pleu, c'est qu'il dit la chose suivante. Il dit, en fait, il faudrait qu'on arrive à devenir un animal moral. Je trouve ça assez génial. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il nous faut de l'équilibre. En fait, il faut apprendre à se frustrer, il faut apprendre à frustrer nos gamins pour être capable d'affronter ce qui va arriver. Et en même temps, il faut également apprendre à vivre les plaisirs du quotidien, quelques plaisirs immédiats. Et ce qui est encore intéressant, c'est pour ça que je le répète, je ne vous donnerai aucune recette ce soir, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre. Le bon équilibre entre
mes instincts et ce que mon cortex arrive à dire et à contrôler. Sauf que ça va demander quoi d'après vous? Ça demande quoi pour arriver à trouver cet équilibre? Allez-y, allez-y, n'ayez pas peur, hein. Pas parce qu'on est 200 que... Non, c'est pas de l'énergie. Non, parce que si on est exigeant, justement, on va partir de l'autre côté. C'est justement l'opposé de l'exigence. Il va falloir arriver à reconnaître sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir dire « Ok, là, super, j'ai réussi à tenir, c'est bien. » Et là, c'est dur, en fait. Et c'est parce que tu arrives à reconnaître ce que tu es, parce que tu arrives, en fait, à plus être parfait. Et moi, je sais de quoi je parle. Hein. Ma problématique à moi, ça a été d'être parfait en permanence. À un moment, quand tu te sors de là et que tu dis « En fait, ouais, je suis comme ça, quoi. » C'est là que ça commence à changer. Et donc, en fait, c'est dans la reconnaissance de ce qu'on est. C'est dans l'estime de soi également. Parce qu'on va en parler, hein, de l'estime tout à l'heure. Vous allez voir qu'en fait, tous les gens viennent vous voir en disant « j'ai un problème de confiance ». En fait, on a un problème d'estime. On va en parler de ça. On va vraiment en parler.